Donc on vous a mis derrière moi, un petit bout d'un flyer qu'en principe vous devez avoir. Effectivement, c'est très bien. On vous a mis la partie sur les préconisations adaptées à chaque âge. Et donc vous avez le flyer entier. Vous voyez que ces préconisations ne sont qu'un aspect du flyer, hein, puisque à 3, 6, 9, 12, ce qui est important, c'est qu'on essaye autant de convaincre les parents, les pédagogues, d'habituer leurs enfants à se passer des écrans, mais aussi leur apprendre à s'en servir. Hein. Apprendre à s'en passer pour apprendre à s'en servir, apprendre à s'en servir pour apprendre à s'en passer. Donc, on va examiner en détail dans quelques minutes 3, 6, 9, 12. Vous savez déjà que ça correspond à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Hein, pourquoi ces tranches d'âge? Alors, peut-être parmi vous, il y a des psychologues, sans être psychologue, des gens qui se sont intéressés un peu aux études d'un spécialiste de la petite enfance s'appelait Piaget. Piaget divisait pas l'enfance en 3, 6, 9, 12. Alors pourquoi moi j'ai divisé en 3, 6, 9, 12? Même pour une raison très simple, c'est que 3, 6, 9, 12, ça correspond à des tranches d'âge dans lesquelles, dans la vie de l'enfant et donc dans la vie des parents, il se passe des changements dans le régime scolaire. 3 ans, c'est l'entrée en maternelle, 6, c'est l'entrée en CP. Vous savez que maintenant, 9, c'est l'entrée en cycle 3, et 12, c'est la fin du cycle 3, puisque 12, maintenant, c'est la 6e, c'est l'âge où l'enfant va développer de plus en plus ses repères en dehors de sa famille. Alors, quand j'ai proposé 3, 6, 9, 12, ça ne correspondait pas encore à cycle 1, cycle 2, cycle 3, donc j'étais très flatté, honoré et heureux que les 3 cycles 1, 2, 3 soient calés sur 3, 6, 9, 12. Quand j'ai décidé, c'est simplement pour des considérations relatives au développement de l'enfant tel que je l'observe. 3, 6, c'est évident, mais 9, c'est l'âge où l'enfant, c'est en règle générale, lire et écrire, où il est très curieux d'Internet. Et 12, ben évidemment, l'âge où l'enfant, encore une fois, prend ses repères en dehors de sa famille. Alors avant de vous évoquer les balises 3, 6, 9, 12, et comme je ne vois pas de doigts se lever pour répondre à vos questions, avant d'évoquer donc les tranches d'âge 3, 6, 9, 12, je vais dire quelques mots des grands bouleversements qui s'opèrent aujourd'hui, hein, pas sous nos yeux, mais avec nous, des grands bouleversements qui sont liés à l'utilisation que nous faisons de nos outils numériques. Parce que même si vous décidez d'élever votre enfant sans télévision, ni smartphone, ni console de jeu, vous ne pourrez pas empêcher que le samedi après-midi, il aille chez un camarade et qu'il joue tout l'après-midi à un jeu, peut-être 18+, hein, même si votre enfant a 11, 12 ans, 9, 8 ans, il peut peut-être quand même jouer chez un camarade à un jeu 18+, c'est des choses qui arrivent, et donc du coup, ben, vous ne pourrez pas empêcher qu'il soit transformé hein, à la fois par le numérique et par des camarades qui, eux, utilisent, fréquentent, sont familiers du numérique. Alors je vais vous écrire rapidement 4 grands bouleversements qui s'opèrent aujourd'hui dans le domaine de l'évolution de l'enfant. Nos enfants aujourd'hui, ben, je l'ai évoqué avec le modèle Wikipédia, ils sont beaucoup plus intervenants. Moi, quand j'étais enfant, encore, c'était rare qu'on donne la parole à un enfant à table. Aujourd'hui, les enfants n'attendent pas qu'on la leur donne, ils la prennent. Hein. Voilà, donc les enfants sont beaucoup plus soucieux qu'on réponde vite à leurs questions. Ils posent beaucoup plus souvent des questions. Et dès qu'on leur répond, ben, continuer à en poser encore plus. Donc l'idée hein, que chacun aujourd'hui, grâce à Internet, peut devenir non seulement plus curieux de tout, mais même savant sur certains points. C'est pour ça que dans le système scolaire, on introduit ce qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire on invite beaucoup plus les élèves à faire des exposés, à travailler ensemble, faire du collaboratif, faire du tutorat. Le deuxième grand domaine, c'est bouleversé par le numérique, c'est les apprentissages. On pourra en parler une journée. Ce qui est important, 3 choses, de plus en plus d'images, mais il faut bien comprendre que les images, ça fait fonctionner des formes d'intelligence différentes. Nos enfants fonctionnent aujourd'hui autant avec une intelligence en images qu'avec une intelligence verbale. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renoncer à l'intelligence, qu'il faudrait renoncer à l'intelligence verbale. Il faut les développer les deux. L'avenir appartient aux enfants qui sauront à la fois évoluer dans le monde du langage, évoluer dans le monde des images, passer du monde du langage au monde des images. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau comment on fait. On en reparlera, mais c'est très simple. Ça veut dire que quand vos enfants voient des images, invitez-les à parler de ce qu'ils voient, hein, tout simplement. Aujourd'hui, c'est difficile de développer chez les enfants le goût du récit en les faisant lire, parce que beaucoup d'entre eux ne veulent pas lire. Il y a une autre manière de développer chez eux le goût du langage, le goût du récit, c'est de les faire raconter les spectacles d'images qu'ils voient.
Pour les plus jeunes, c'est Petit ours brun, l'âne trotro et la petite taupe. Pour les un peu plus grands, ben, ça peut être Dora l'exploratrice. Et un peu plus grand encore, Game of Thrones, ou pour les adultes, Good Doctor. Et l'idée, c'est que chaque fois que quelqu'un se met à raconter des images qu'il a vues, il développe son intelligence narrative, il développe la capacité de pouvoir non seulement raconter ce qu'il voit, mais il développe aussi la capacité de pouvoir se raconter. Et soyez certains que les gens qui sont capables de raconter et de se raconter ne manquent jamais de réseau social, même s'ils sont démunis d'Internet. Donc c'est très important de développer cette compétence-là, et on le fait en invitant les enfants à raconter. Leur bouleversement dans les apprentissages par l'omniprésence des images, vous voyez que ça a des conséquences aussi sur l'attention que nous portons à nos enfants. Deuxième grand bouleversement, c'est le rapport à l'attention. Traditionnellement, les gens cultivaient ce qu'on appelait l'attention approfondie, de longue durée, en lisant un livre, puis plus tard, l'attention de l'artisan, l'attention de l'ouvrier sur sa tâche, 8 heures, 10 heures par jour. Aujourd'hui, l'attention, elle existe aussi sous forme très concentrée, très éphémère, qu'on appelle l'hyperattention. Là aussi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais simplement, il faut savoir doser. Dire inviter vos enfants à passer du temps sur des tâches qui les passionnent suffisamment pour qu'ils y restent longtemps, que ce soit la lecture, s'ils aiment lire, mais aussi, pourquoi pas, le bricolage, l'informatique, toutes les tâches qui accaparent l'attention pendant un certain temps, toutes sont bonnes pour ça, mais également laisser-les développer l'hyperattention telle qu'elle se développe dans des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo sont le meilleur support de développement de l'hyperattention. Donc il faut aujourd'hui inviter les enfants à développer ces deux formes d'attention parce qu'elles sont complémentaires. Et là encore, ce qui est important, ça va être pour la génération future de savoir alterner l'une et l'autre, passer d'une à l'autre. Et puis bouleversement aussi dans les apprentissages par rapport à la mémoire, parce qu'aujourd'hui il y a tout dans notre smartphone, donc la mémoire événementielle est beaucoup moins importante. En revanche, on sait ce qui est important, ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail qui permet ce qu'on appelle l'éditorialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes devant un écran, vous devez intégrer plein de choses qui s'y trouvent. Des choses qui vous sont peut-être utiles, vous pouvez les intégrer, mais des choses qui sont inutiles, vous devez les oublier. Et ça, c'est la mémoire de travail. Pouvoir se trouver devant un ensemble d'éléments et vous piocher. Alors ça a toujours existé, quand un cuisinier se trouvait devant une table avec des tas d'ingrédients, il en prenait un, il en prenait un autre, il les mélangeait, il y en a qui l'ignoraient parce qu'ils ne lui servaient à rien. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec surtout les jeux vidéo, cette compétence est extrêmement développée chez les enfants. Donc encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, ce qui est important, c'est de savoir quand même faire fonctionner la mémoire événementielle, donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre aux enfants des textes par cœur quand ils sont petits, avec quand même une bémol, c'est ne leur faites jamais apprendre des textes surréalistes quand ils ont moins de 12 ans, parce que c'est des têtes à queue, des coq à l'âne. Faites-leur apprendre des textes narratifs, faites-leur apprendre du Lamartine, du Victor Hugo, et pas du Prévert. Voilà. Donc pourquoi? Pour développer la capacité narrative, et pas le couper-coller de n'importe quoi. Qu'ont certains textes surréalistes qui sont formidables d'ailleurs par ailleurs, très appréciables pour les adultes, mais très déstructurants pour les enfants qui ont besoin au contraire de construire une compétence narrative. Voilà, et puis troisième domaine affecté, la construction d'identité. Les enfants aujourd'hui comprennent très vite qu'ils vont avoir plusieurs moments dans la vie, peut-être plusieurs familles, comme parfois leurs parents, leur père, leur mère, probablement plusieurs employeurs, très probablement même plusieurs métiers, et puis peut-être plusieurs pays. De plus en plus de gens changent de pays, ou au moins plusieurs régions. Les entreprises, comme vous savez, ne se privent pas de déplacer leur cadre, donc beaucoup de gens comme ça, qu'ils les choisissent ou pas, sont amenés à se déplacer. Et les enfants intègrent aussi l'idée qu'ils vont peut-être pouvoir avoir certaines vies en parallèle. Comment? Dans les espaces numériques. On peut aller dans les réseaux sociaux et sur un réseau avoir 12 ans et sur un autre en avoir 35, sur un réseau être un garçon, sur un autre être une fille. Même chose pour les jeux vidéo. Donc un grand bouleversement dans la construction d'identité. Il y a même des gens qui ont changé une fois de sexe et qui décident de revenir après au sexe précédent. Donc vous voyez, on est aujourd'hui dans un monde où les cartes sont rebattues régulièrement, et ça il faut le comprendre, parce que quand on dit à un jeune qu'est-ce que tu feras plus tard, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous réponde fasse une réponse dans laquelle il va nous dire ce qu'il va faire toute sa vie. Donc je disais 4 grands bouleversements avant d'aborder 3, 6, 9, 12. Bouleversements dans le domaine de la relation au savoir, c'est Wikipédia, la relation aux apprentissages, la relation à la construction d'identité. Et 4e domaine, pour aller vite, bouleversement dans la relation à la sociabilité, la construction des liens sociaux.
Et qu'est-ce qui change dans ce domaine-là? C'est que traditionnellement, les liens sociaux se construisaient autour de la proximité physique, c'est-à-dire les gens qui habitaient dans le même immeuble, qui habitaient dans la même rue, qui travaillaient dans le même bureau. Aujourd'hui, les liens sociaux se construisent par centres d'intérêt partagés, c'est-à-dire les gens qui sont passionnés par la même chose. Et alors, sans vouloir développer cet aspect, quand même, il y a un côté important par rapport à la vie familiale. Si vous avez des enfants, de deux choses l'une. Soit vous arrivez à intéresser vos enfants à ce qui vous intéresse. Je ne sais pas moi, la musique classique, le rap, la pêche à la ligne, le football. Mais si vous n'arrivez pas à intéresser vos enfants à ce qui vous intéresse, vous n'avez pas d'autre possibilité si vous voulez garder une sociabilité avec eux sur des liens d'échange, des liens sociaux avec eux, vous n'avez pas d'autre possibilité que de vous intéresser à ce qui les intéresse. Vous pouvez penser ce que vous voulez des jeux vidéo, mais si vous avez un enfant qui joue aux jeux vidéo, et si vous n'arrivez pas à l'intéresser à vos propres centres d'intérêt, vous perdrez tout contact avec lui si vous ne vous intéressez pas aux jeux vidéo. Ce qui ne veut pas dire forcément que vous jouiez aux jeux vidéo, mais simplement vous considériez que l'activité jeux vidéo est suffisamment digne d'intérêt pour que vous lui demandiez d'en parler le soir quand vous prenez votre repas ensemble, sans télévision, ni téléphone mobile, ni tablette de préférence, parce que sinon il n'écoutera pas votre question et vous n'écouterez pas sa réponse. Donc, vous voyez, l'idée, c'est évidemment que la sociabilité en famille est quelque chose de très important, mais qu'elle ne se construit plus aujourd'hui comme hier. Hier, les enfants étaient amenés à partager les centres d'intérêt des parents parce que souvent il n'y en avait pas d'autres. Quand on habitait près d'une rivière, c'était la pêche à la ligne. Quand on habitait près d'un terrain de foot, c'était le football. Mais aujourd'hui, tous les centres d'intérêt sont sur Internet. Et encore une fois, si vous voulez vous intéresser, si vous voulez garder une sociabilité avec vos enfants, il faut vous intéresser à ce qui les intéresse. Voilà, ça c'était les 4 petits trucs que je voulais vous dire avant d'aborder les balises 3, 6, 9, 12, qui sont assez simples, hein, vous allez voir, et vous allez comprendre que tout ce que je vous ai dit jusque-là, ça va vous aider à mieux percevoir les enjeux de 3, 6, 9, 12. Les enjeux de 3, 6, 9, 12, c'est pas de limiter la consommation d'écran. Bien sûr, on va la limiter, mais ce n'est pas l'objectif en soi. L'objectif en soi, c'est de profiter des écrans. Pas perdre son temps, pas s'abîmer la santé, pas se bousiller le sommeil, pas s'abrutir. Profiter des écrans. Si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a un domaine où les consignes ont complètement changé, un domaine qui nous concerne tous, c'est l'alimentation. Vous savez, il y a 10 ans, ou il y a encore 5 ans, on disait, il y a des gens qui mangent trop. Il faut manger moins. Aujourd'hui, on dit moins, il faut manger moins. On vous dit partout, il faut manger mieux. Les écrans, c'est exactement pareil. Les gens qui ont lancé les premières campagnes contre les écrans ont dit il faut limiter les écrans. C'est pas nouveau, c'est déjà à l'époque de la télévision. En 1998, j'ai écrit un livre qui s'appelait Y a-t-il un pilote dans l'image, déjà pour dire arrêtons de vouloir limiter la consommation de télévision, décidons plutôt de bien choisir nos programmes et tout naturellement, une fois qu'on s'habituera à avoir des programmes de qualité, on sera moins attaché à avoir des conneries. Eh bien aujourd'hui, il y a vraiment autour des écrans la même question que dans le domaine de la nourriture autour de la malbouffe. Nous avons tous une malbouffe, plus ou moins, mais enfin nous sommes tous entraînés à une malbouffe d'écran permanente. Donc il faut arriver à bien se nourrir avec les écrans. Donc pour ça, bien les connaître et évidemment introduire l'enfant progressivement aux écrans. On peut encore là prendre la comparaison de la nourriture. Est-ce que le beefsteak c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que les frites c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que les épinards c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on met du beefsteak, des frites, des épinards dans le biberon du bébé? Non. Non, parce qu'il ne le digérerait pas. La télévision, oui, c'est bien. L'ordinateur, c'est bien. Les jeux vidéo, c'est bien. Les réseaux sociaux, ça peut être bien. Pour en abuser, c'est comme les épinards, comme le chocolat. Mais en revanche, est-ce qu'on met le bébé devant? Non. C'est indigeste pour lui, c'est terriblement indigeste. Donc ça veut dire qu'entre 0 et 3 ans, on évite les écrans. On évite le beefsteak dans le biberon, on évite les frites dans le biberon ou dans l'assiette de l'enfant, donc on évite aussi les écrans. C'est aussi simple que ça. Entre 0 et 3 ans, l'enfant a besoin de construire des compétences très importantes, et pour les construire, il a besoin de temps. Et ce temps, il ne peut l'avoir que s'il n'est pas soumis à l'omniprésence d'un écran qui lui pompe son attention, qui le fatigue en pure perte et qui ne lui apprend rien. Donc entre 0 et 3 ans, le moins d'écran possible. Le moins d'écran possible. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on enlève tous les écrans autour de l'enfant et puis on le laisse tout seul dans une pièce, devant un mur blanc. C'est pas ça que ça veut dire.
Ça veut dire que l'enfant, avant 3 ans, il a besoin de développer des compétences et que ces compétences, elles se développent que dans la relation avec un adulte. Alors il y a 4 grandes compétences que les enfants développent entre 0 et 3 ans. C'est tout simple, hein, c'est l'intuition, tout le monde le sait, mais il faut le rappeler. La première, c'est évidemment le langage. Hein, l'enfant, il apprend à parler entre 0 et 3 ans remarquablement vite. Les enfants qui interagissent peu avec des humains et restent beaucoup devant une télé, eh ben, ils ont des retards de langage. C'est aussi simple que ça. Hein. Deuxième compétence que l'enfant apprend entre 0 et 3 ans, bouger. La mobilité, utiliser ses 10 doigts, prendre des objets, les déplacer. Hein, si un enfant est toujours devant la télé, il n'apprend pas à utiliser ses 10 doigts. Donc, trouble de la motricité, c'est aussi bête que ça. La troisième compétence que l'enfant doit développer entre 0 et 3 ans, c'est la reconnaissance des mimiques. Puisque, vous savez, la vie serait compliquée si quand quelqu'un est joyeux, on avait l'impression qu'il est triste. Quand il est triste, on était persuadé qu'il est joyeux. En général, on n'arrive pas trop mal à déchiffrer les mimiques de nos interlocuteurs. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, voilà. Et ça s'apprend. Et si l'enfant il reste devant une télé, il n'apprend pas à repérer les mimiques. Ça veut dire quoi après? Défaut d'empathie. Défaut d'empathie émotionnelle, c'est-à-dire difficulté à identifier les mimiques d'autrui. L'empathie émotionnelle, c'est la première marche de l'empathie. C'est la capacité à identifier les mimiques d'autrui. Si l'enfant reste devant une téloche, il n'apprend pas ça. Et c'est devant une tablette, même chose, il n'apprend pas mieux. Il apprend en interagissant avec un camarade, avec un adulte. Oui. Donc vous voyez, la télé n'est pas un produit toxique. Hein. Les frites ne sont pas toxiques, les épinards ne sont pas toxiques. Le problème, c'est que ce n'est pas pour le bébé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pas entre 0 et 3 ans. Puis la quatrième compétence que les enfants ont besoin d'apprendre entre 0 et 3 ans, c'est l'apprentissage de la concentration. C'est-à-dire être capable de se focaliser sur une tâche pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Or, on sait que le bébé, entre 0 et 3 ans, il a cette compétence. Mais elle ne se développe que s'il la met en pratique. L'être humain a la compétence de savoir nager. Beaucoup d'entre vous savent nager. Comment vous avez appris à nager? En parlant? Non, en nageant. Mais comment croyez-vous que le bébé apprend à se concentrer? En regardant la télé? Non. En se concentrant. En se concentrant sur une tâche qui l'intéresse et une tâche dans laquelle sa motricité est engagée. Ses émotions sont engagées, son corps est engagé. Donc ça veut dire que les enfants qui sont laissés devant un écran entre 0 et 3 ans, ils vont avoir des troubles de l'attention et de la concentration. C'est aussi simple que ça. 0-3 ans, éviter les écrans. Alors ensuite, à partir de... Bon, alors c'est dit, il y a des parents qui disent, mais on peut pas faire autrement, nanana, on est obligé de le laisser une demi-heure devant un écran pour être tranquille, parce qu'on a besoin de cette demi-heure. J'accepte très bien le raisonnement. Simplement, essayez une alternative à l'écran. Première alternative, les comptines. Vous rentrez chez vous, vous rentrez de votre travail, vous courez chercher le bébé à la crèche, vous rentrez chez vous, j'ai besoin d'une demi-heure pour moi, hop, j'allume la télé. Non, essayez une autre solution. Je rentre de mon travail en courant, je cherche mon bébé à la crèche, j'arrive à la maison, je lui mets des comptines. Pendant 5 minutes, je joue avec lui. Un jeu de votre choix. Et après, je le laisse tranquille avec les comptines et le jeu que j'ai fait un peu avec lui. Eh bien, vous verrez, il continue tout seul. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est que trop de parents pensent qu'il suffit d'acheter un jouet, de le mettre devant le bébé, et le bébé en aura tout de suite l'usage, ou l'enfant en aura tout de suite l'usage. Non. Qu'est-ce qui permet à un enfant de jouer avec un objet? C'est l'intérêt qu'il voit un parent y prendre. Hein, vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit beaucoup là-dessus, sur l'imitation. René Girard. L'importance de faire ce que quelqu'un qu'on admire, qui est très important pour nous, est en train de faire, refaire ce qu'il a fait et le refaire avec d'autant plus de plaisir que dans un premier temps, il l'a fait avec nous. Donc ça veut dire qu'il faut essayer les comptines, il faut essayer un jeu partagé, et à ce moment-là, on s'aperçoit que ça ne marche pas à tous les coups, mais que ça devient beaucoup plus facile de ne pas mettre l'écran quand on rentre chez soi pour avoir un petit moment tranquille. Alors après, quand l'enfant arrive à 3... Alors d'ailleurs, un petit conseil aussi, allez dans les ludothèques. Je ne sais pas s'il y a une ludothèque ici dans le bâtiment, mais fréquentez les ludothèques. Faites des ludothèques, des lieux de rendez-vous. Quand j'ai enfin, il y a des réunions tupperware avec ma maman, en fait, des réunions ludothèques. Allez dans les ludothèques. Il y a constamment dans les ludothèques des jeux de société nouveaux, passionnants, faits pour les très jeunes enfants, collaboratifs, pas du tout compétitifs.
qui apprennent le faire ensemble, sauver les petits animaux de la fonte de la banquise. Il est formidable celui-là. Et donc, allez dans les ludothèques, voyez les jouets, vous pouvez les emprunter, vous les ramenez chez vous, jouez avec votre enfant pendant 10 minutes avec le jouet que vous ramenez de la ludothèque, mettez-lui des comptines en même temps, et après laissez-le un peu tranquille et faites ce que vous avez envie de faire. Vous jetez un œil de temps en temps, vous faites un sourire, et vous verrez que vous arrivez à vous passer de cette demi-heure de télévision, vous arrivez à ne pas le saturer de cette demi-heure de télévision, parce que de toute façon, quand vous le mettez devant, vous savez bien qu'après, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est le problème. Alors, quand l'enfant va arriver à 3 ans, bon, ben, vous allez lui ritualiser son temps d'écran. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez ritualiser, et vous décidez que, d'accord, tu as grandi, tu as droit par exemple à une demi-heure d'écran par jour, pas une demi-heure de télé, hein, ça peut être une demi-heure de tablette, ou un quart d'heure de tablette, un quart d'heure de télé, ça fait une demi-heure en tout. Tu as droit à un temps d'écran. Vous allez raisonner comment? Est-ce que vous allez lui dire à 3 ans, écoute, tu as droit à un temps d'écran, tu le prends quand tu veux dans la journée? Non. C'est comme si vous mettiez une assiette de crème au chocolat et que vous lui disiez c'est le dessert du soir, mais tu le prends quand tu veux dans la journée. Personne ne ferait ça. Donc vous allez ritualiser le temps d'écran, vous allez dire à votre enfant, ben, les écrans, c'est pour toi entre 5h et 5h30. Pourquoi 5h, 5h30? Parce que plutôt en fin de journée, parce qu'après il y a des activités incompressibles comme le bain, comme le repas, et donc du coup vous êtes sûr d'arrêter. Et donc vous allez ritualiser le temps d'écran, et c'est exactement le modèle de l'alimentation. On ne grignote pas toute la journée. Votre enfant de 8 ans veut du chocolat à 7h du soir, alors que vous savez que vous prenez le repas à 7h30. Vous lui dites quoi? Ben, vous lui dites non, on mange dans une demi-heure, c'est pas le moment de manger du chocolat. Donc la même chose pour les écrans, vous allez ritualiser le temps d'écran. Vous allez fixer une tranche horaire dans la journée, et vous allez comme ça lui apprendre à repérer l'heure. Parce qu'évidemment, à 3 ans, 3 ans et demi, il ne va rien comprendre à vos histoires de 5h, 5h30, 6h moins le quart et tout. Mais il va être très très curieux d'apprendre à repérer son temps d'écran, à ne pas le rater. Et donc du coup, comme ça, vous allez le socialiser dans 2 choses, la reconnaissance de l'heure, et puis aussi le fait que les écrans, c'est toujours en durée limitée. Les écrans, c'est pas ad libitum. C'est comme la crème au chocolat. C'est pas ad libitum. Pas parce qu'il y a un saladier plein qu'on finit le saladier. Hein, c'est pas parce qu'il y a une série télé, elle peut continuer toute la nuit qu'on la regarde. Les écrans, c'est toujours en durée limitée. Donc vous allez éduquer votre enfant à l'idée que les écrans, c'est en durée limitée. Et puis dès qu'il a 3 ans, 3 ans et demi, 3 ans, vous allez lui demander de raconter à table, le repas du soir pris sans télé, ni téléphone mobile, ni tablette, ni illustré, vous allez lui demander de raconter qu'est-ce qu'il a vu. Tu as regardé Petit Ours Brun ce soir? Moi, j'ai pas eu le temps. Oh, raconte-moi qu'est-ce qu'il a fait. Ben, il va vous raconter. Alors, il va vous raconter comme font les enfants. Il va vous prendre une petite scène. Hein. Le Petit Ours Brun a fait un bonhomme de neige. Le Petit Ours Brun, elle est tombée par terre, ou l'a pleuré, sa maman l'a consolé. Voilà. Mais cette petite phrase, vous allez l'organiser un récit. Enfin, vous allez l'inviter à l'organiser un récit. Ah, d'accord, il a fait un bonhomme de neige, mais avec qui? Oh, il est tombé, mais pourquoi il est tombé? Sa maman, il a pleuré, mais pourquoi il a pleuré? Sa maman l'a consolé, mais de quoi sa maman l'a consolé? Vous allez apprendre à votre enfant à construire des phrases. Et encore une fois, si vous arrivez à construire des phrases à votre enfant, soyez tranquille, il réussira dans la vie. Pas d'inquiétude à avoir. Donc, il y a une question, excusez-moi. Alors donc, je finis ce que j'étais en train de dire, je vous donne la parole. Et vous avez un micro, en plus, c'est parfait. Donc, ça, c'est donc à partir de 3 ans. Vous voyez, donc, passer de un quart d'heure à une demi-heure d'écran entre 3 et 6 ans, mais 2 choses importantes, ritualiser le temps d'écran et inviter l'enfant à parler de ce qu'il a vu sur les écrans. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, j'ai 2 questions. Alors, sur une à la fois. Oui, une à la fois. Alors, sur ce que vous venez de dire par rapport au fait de faire raconter à son enfant, moi, je sais que par exemple, j'ai une petite fille qui a 5 ans, et pour elle, quand elle regarde un dessin animé, plus près, quand elle regarde un dessin animé, c'est son moment, elle ne veut pas qu'on soit avec elle, et après, elle ne veut pas forcément en parler. C'est... Même si moi, j'essaie de lui en faire parler, alors pas à chaque fois, mais de temps en temps, donc je sais pas. Ah, mais bien sûr, c'est pas étonnant. Mais comment... Ben, c'est pas étonnant. Il faut donner le bon exemple. C'est-à-dire, vous regardez un programme avec elle, et après, pendant le repas, vous en parlez. Vous dites, oh là là, j'ai vu ça, mais alors j'ai pas bien compris. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis une pomme pour faire le nez du bonhomme de neige et pas une carotte? On met une carotte d'habitude. Regarde, dans toutes les bandes dessinées, il y a une carotte. T'as compris ça, toi? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans ce que je vous dis, ça suppose aussi
c'est pas la règle, ça suppose aussi les exceptions. Mais la règle et les exceptions obéissent à la même logique. Ce que l'enfant veut, c'est un échange avec le parent. Il ne veut pas un parent qu'il questionne, il veut un parent avec lequel il échange. Donc la première chose à faire, c'est de raconter vous ce que vous avez vu, hein, un programme enfantin que vous avez vu, ou une affiche pour une publicité pour un film pour enfants que vous avez vu. Et une fois que vous avez commencé à raconter, mais il y a un moment où votre enfant ne va pas être d'accord avec vous, il va dire non, 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 vous allez dire pourquoi, il va vous expliquer pourquoi. C'est tout. Voilà. Donc, non, ce que vous dites, c'est pas étonnant du tout. Et alors, plus en plus, elle a 5 ans, plus vous commencez tard, plus c'est compliqué. Si vous n'avez jamais demandé à un enfant de vous raconter ce qu'il voit à la télé ou ce qu'il fait dans les jeux vidéo, si vous commencez quand il a 9-10 ans, il y a toutes les chances du monde pour qu'il refuse absolument de vous en parler. Et des fois, des parents insistent, et puis finalement, il y a un moment où l'enfant dit « Mais quelle mouche te pique? Quand j'étais tout petit, je voulais toujours te parler de ce que je voyais à la télé, et tu me disais toujours que tu avais autre chose à faire. » Et c'est comme ça que les enfants sont souvent dissuadés très tôt de parler de ce qu'ils voient sur les écrans, parce qu'ils ne trouvent pas d'écoute. Et un enfant qui ne trouve pas d'écoute à 3 ans, croyez-moi, il se la fermera pendant longtemps après. Mais les parents n'y auront rien gagné de ne pas l'avoir écouté à ce moment-là, parce que quand ils voudront savoir ce que leur enfant fait, leur enfant ne le leur dira plus. Donc si vous avez envie de savoir, quand votre enfant a 8 ans, 12 ans, 14 ans, ce qu'il fait sur les jeux vidéo, ce qu'il fait sur Internet, commencez à en parler dès son premier écran. Encore une fois, c'est pas parce que le petit ours brun est dangereux qu'il faudrait en parler avec votre enfant. C'est parce que si vous n'introduisez pas votre enfant à l'idée qu'il y a 2 temps dans la relation aux images, le plaisir qu'on y prend à les regarder, le plaisir qu'on prend à les raconter. D'ailleurs, les photographes comme Doisneau, grand photographe de Doisneau, a toujours dit ça. Il a dit on fait des photos. On fait des photos pourquoi? Pour l'image, pour en parler avec des amis. Pour l'image, pour en parler avec des amis. On joue aux jeux vidéo pour en parler avec des amis. Aux enfants, ne vous en parlent peut-être pas, mais ils en parlent énormément à l'école. Donc essayez de profiter un petit peu de cette curiosité qu'ils ont par rapport aux images qu'ils voient, en fait, cette appétence que les images leur donnent d'en parler, ce désir que les images leur donnent d'en parler, pour en recueillir un peu, pour le cultiver, et pour organiser un lien social avec eux, mais aussi leur apprendre à construire des phrases, puisqu'après tout, si vous dites que vous n'avez pas compris quelque chose, ils seront bien obligés de le formuler de façon compréhensible. Et votre seconde question? Alors la seconde question, c'était par au rôle du grand frère ou de la grande sœur quand on a un bébé qui a moins de 3 ans. On va souvent regarder un écran. Il y a des trous, mais je crois que vous voulez dire que les enfants qui ont un frère ou une sœur, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est très bien. Alors, heureusement, beaucoup de familles ont la chance de vivre dans des appartements qui font plus de 2 pièces. Ou au moins 2 pièces. Il y a des gens qui sont dans une pièce, et on décrit même aujourd'hui des bébés qui sont dans leur berceau, dans la pièce unique de l'appartement. On fonctionne une télévision, et ils ont un torticolis parce qu'ils tournent toujours la tête du même côté pour voir l'écran. Alors c'est vrai que ce problème existe, mais dès que vous avez 2 pièces, vous en mettez un dans une pièce et l'autre dans l'autre. Alors, en plus, dans beaucoup de familles, il y a un ordinateur portable. Très souvent, il y a la télévision. Rares sont les familles qui n'ont pas la télévision. De plus en plus de familles ont un ordinateur portable, ou une tablette. D'autant plus que l'éducation nationale, pas l'éducation nationale, mais les régions donnent des tablettes aux enfants, des ordinateurs aux enfants plus grands. Donc, vous avez une télévision, vous avez une tablette. Vous avez 2 enfants qui ont un âge différent. Vous êtes un parent tout seul. Bon, ben, dites au plus grand, ben, écoute, tu es grand, je vais te mettre un programme pour toi, et puis je vais avec ton petit frère ou ta petite soeur qui est tout petit, regarder un problème pour lui ou pour elle à la télévision. Et puis si vous avez, si vous avez 3 enfants, ben, il y en a bien 2 peut-être avec lesquels vous allez pouvoir regarder les mêmes programmes. Parce que par exemple, les enfants de 6, 8, 6, 10, vous arrivez à trouver des programmes communs. Et donc si vous avez un 3e enfant tout petit, vous allez avec le tout petit, vous laissez les 2 plus grands dans la télévision, un programme pour eux, puis vous allez avec le plus petit pour faire autre chose. Des fois, des parents me disent, même chez Tisseron, on est 6 dans la famille, il nous faudrait 6 tablettes. Alors je leur dis, ah bon, pourquoi? Ben, ils me disent, on est 6, oui, vous vous rendez bien compte, chacun la veut. Je dis, mais vous avez combien de salles de bain dans votre appartement? Ils me disent, une seule. Je leur dis, comment vous faites? Oh, chez Tisseron, on y va à tour de rôle. Ah ben, je leur dis, ben, faites pareil avec la tablette.
C'est-à-dire, n'achetez jamais une tablette personnelle, à personne. Achetez une tablette familiale. Et puis dites à vos enfants, ou à votre mari, à votre femme, si vous avez envie de l'utiliser, eh bien on va faire un organigramme. Tel jour, de telle heure à telle heure, un tel utilise la tablette. Tel jour, de telle heure à telle heure, un tel utilise la tablette. Est-ce qu'il y a une meilleure manière d'introduire l'enfant à la socialisation? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une meilleure manière d'obliger l'enfant à respecter son temps d'écran? Il n'y en a pas non plus, parce que celui dont c'est le temps d'écran à 4h30, soyez sûr qu'à 4h30, il fera arrêter son petit frère ou sa petite sœur qui est sur la tablette avant lui. C'est mon heure, et bon, je la prends. Alors que si vous l'arrachez, ça ne se justifie pas. C'est celui dont la tranche horaire vient après la tranche horaire de l'utilisateur lui enlève les mains, ça se justifie, c'est son heure. Donc, jamais de tablette personnelle, toujours une tablette familiale, vous faites un organigramme. Donc, c'était déjà quelque chose que je disais il y a 15 ans, au tout début des balises 3, 6, 9, 12. C'était déjà pas de télé avant 3 ans et pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. Il y a des imbéciles qui ont dit, M. Tisseron ne veut pas que les enfants jouent à une console de jeu avant 6 ans. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. On n'achetait jamais une console de jeu personnelle avant 6 ans. Votre enfant, console de jeu, c'est les Game Boy. Ça, c'était en 2005, 2006, 2007, 2008. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus les consoles de jeu, c'est les tablettes. Ça revient exactement au même. N'achetez jamais une tablette ou une console de jeu portable, personnelle, à votre enfant de moins de 6 ans. Parce que vous ne pourriez plus la lui enlever. Imaginez que votre mari ou votre femme vous offre une montre. Vous êtes très content, vous la regardez. 3 jours après, votre mari ou votre femme vous dit tu la regardes beaucoup. Je suis un peu inquiet, tu y passes beaucoup de temps, je vais te la donner un jour sur 2. Vous diriez t'es complètement fou, t'es complètement folle. Donner ses données, reprendre ses volets. Donc, si vous offrez une tablette ou une console de jeu personnelle à un enfant de moins de 6 ans, vous ne pouvez pas réguler la consommation. Après 6 ans, vous pouvez expliquer à l'enfant, négocier, voilà, le brancher sur d'autres centres d'intérêt. Mais avant 6 ans, vous ne pouvez pas. Voilà, donc c'est ça. Jamais de console de jeu personnelle avant 6 ans. Et utiliser tous les outils disponibles dans la maison, la tablette donnée par l'Éducation nationale, l'ordinateur portable du papa, de la maman ou du grand frère, voilà, la télévision. Et si vous utilisez votre smartphone, ne le prêtez jamais, jamais, jamais à votre enfant. Utilisez toujours votre smartphone en usage accompagné si vous en avez envie après 3 ans, mais jamais, jamais, jamais ne le prêtez à votre enfant. Pourquoi? Parce que sur votre smartphone, il y a votre vie. Votre enfant, il n'est pas bête. Très vite, à 7-8 ans, il a des copains, des copines qui ont des smartphones à l'école, il apprend à s'en servir. Dès que vous lui confiez votre smartphone, il a accès à tout. À tout. Mais à vraiment tout. Et alors, il y a des parents, comment ils font pour arriver à récupérer leur smartphone, qui est leur objet à eux? Les parents se disent, mon enfant il a 7-8 ans, il continue à prendre mon smartphone, il voit toute ma vie. Alors comment ils font ces parents-là? Ils achètent un smartphone à leur enfant, beaucoup trop tôt, uniquement pour récupérer le leur. Alors vous ne mettez pas dans cette situation très compliquée qui consisterait à acheter un smartphone à un enfant trop tôt, simplement pour être certain de récupérer le vôtre. Ne prêtez jamais votre smartphone à votre enfant. Dites à votre enfant, en mettant votre smartphone comme ça contre vous, mon smartphone n'est pas ton jouet. Mon smartphone n'est pas ton jouet. Mon smartphone n'est pas ton jouet. Ah ça, je vous assure, hein, si vous voulez vous compliquer la vie, si vous avez des enfants petits et que vous voulez vous compliquer la vie dans quelques années, alors oui, si vous aimez vous compliquer la vie, prêtez-leur votre smartphone. Vous verrez les conséquences. Mais réfléchissez-y à 2 fois avant. Parce que j'ai même eu des mamans qui ont tellement habitué leur enfant à avoir leur smartphone une demi-heure par jour que quand l'enfant a 10 ans, il continue à emprunter le smartphone une demi-heure par jour pour des activités érotiques intimes en regardant des vidéos pornographiques sur le téléphone de la maman. Donc, inutile de vous dire, ça complique quand même beaucoup la relation et la vie après. Mais même déjà, du point de vue du parent, c'est très désagréable de savoir que son enfant peut avoir accès à toute sa vie. Donc ne le prêtez jamais. Mon smartphone n'est pas ton jouet. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur la gestion de crise, un peu dont vous parliez tout à l'heure en début d'intervention, quand vous disiez que même si on gardait les enfants en dehors des écrans chez nous, que de toute façon, à l'extérieur, on était confronté à ça. Et
En fait, moi, je me demandais comment gérer quand un de nos enfants voyait un film à l'extérieur que nous, on ne connaissait pas, qui nous avait semblé très violent pour lui. Et pour illustrer mon propos, je peux parler de mes deux fils qui, à 2 ans, donc, enfin, ils avaient 5 ans et 7 ans respectivement, ça s'est passé il y a 2 ans, qui ont vu un film qui, me semble-t-il, était très dur pour eux, d'autant que peut-être la décharge émotionnelle était plus forte qu'ils n'ont pas d'écran à la maison. Le labyrinthe. Je crois qu'il y a beaucoup de tensions. Oh là, oui. Et je me suis rendu compte de ça parce qu'ils sont revenus très agressifs, en fait. Et puis, ils en ont parlé beaucoup. Et ils m'ont demandé de revoir ce film. Très bien. Alors voilà, c'était ma question. Et je me disais, est-ce qu'on revoit ce genre de film qui probablement, enfin qui reste, je pense, inadapté à leur âge, même si maintenant ils ont 7 ans et 9 ans, bon peut-être celui de 9 ans peut le voir, mais quand même celui de 7 ans, je me demande. Ils en parlent toujours. Et comment on gère ça? Est-ce que oui, je le revois avec eux, ou est-ce que... Parce que quand ils m'en ont parlé, alors bien sûr, vous disiez qu'il faut les faire parler, il faut être dans le dialogue avec eux. Moi, je ne comprenais pas ce qu'ils me racontaient. Oui, oui, oui. Et... Ça ne suffit pas. Je voulais parler des choses, des choses de leur âge qu'ils voient chez nous. On a envie d'en parler. Alors, ce que vous décrivez, oui, c'est très courant. Hein, c'est très courant. Et l'autre jour, le micro, là. Non, ah d'accord. L'autre jour, une enseignante, je donne un autre exemple pour vous montrer que ça peut être sur un tout autre registre. Une enseignante voulait parler du harcèlement à l'école avec ses élèves, dans la semaine du harcèlement, et elle se met à parler du harcèlement, et il y a un élève qui lui lève le doigt et qui dit « Je suis harcelé par Momo ». Et alors, la maîtresse dit « Qui c'est Momo ?» Et tous les élèves, 25 sur 30, connaissaient bien Momo, et on s'est mis à faire des grimaces horribles pour montrer à la maîtresse l'horrible visage de Momo. Ils étaient tous traumatisés. Et la maîtresse, elle était tellement désorientée, je sais pas, c'est pas qu'un problème de parents, hein, ça peut être aussi un problème d'enseignant. La maîtresse est tellement désorientée qu'elle a dit on arrête, on en reparlera demain, puis elle n'a plus jamais reparlé. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas eu la curiosité de taper Momo sur son smartphone qui était dans son sac. Elle aurait vu tout de suite. Voilà, si vous ne connaissez pas Momo, vous tapez Momo sur votre smartphone, vous le découvrez. Qui connaît Momo ici? Ah, ben c'est bien, alors vous ne serez pas dérouté par vos enfants s'ils vous parlent de Momo. Voilà, donc ça peut arriver à un parent, ça peut arriver à un enseignant. Alors, première chose à faire, vous dites à vos enfants, écoutez, oui, ben, j'ai de la peine à comprendre ce que vous dites, ça me paraît vraiment terrible, il faut que je voie le film pour vous comprendre. Première étape, vous regardez le film toute seule. Vous achetez le DVD, vous allez comprendre pourquoi. Vous achetez le DVD, ça fait un peu has-been, vous achetez le DVD. Et vous dites, je vais le regarder toute seule. Vous le regardez toute seule, et après vous revenez vers eux, vous dites, oui, j'ai vu le film, je comprends mieux ce que vous voulez dire. Et là, ce que vous pouvez leur demander, à partir de ce que vous avez vu, vous pouvez leur proposer de commencer à dessiner s'ils sont tout petits. Le dessin, quand un enfant a 4-5 ans, c'est vraiment bien. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose que maintenant j'ai vu le film, si tu dessines, je comprendrais mieux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dessiner, voilà. Donc, dessinez un peu, et puis, s'ils insistent pour le revoir avec vous, ben, vous faites un peu tirer l'oreille, vous dites, t'es sûr quand même, de manière à pas acquiescer trop vite, et vous le regardez avec eux, avec un doigt sur la télécommande, et un œil sur eux, un œil sur le film, et être prêt à arrêter à tout moment. Et très souvent, quand on peut faire des arrêts sur image comme ça détoxique énormément les images qu'on voit. Parce que ce qui est tragique ce qui a toujours été tragique dans les images, c'est qu'on en imagine plus que ce qu'on en voit. Voilà, et il y a des enfants qui ont vu Momo leur parler. Des enfants qui ont vu Momo leur parler, alors que Momo, c'est une statue. Donc elle ne parle pas, elle ne bouge pas, totalement inutile. C'est une statue en résine faite par un sculpteur japonais un peu déjanté. Et il y a des enfants qui voient Momo leur parler. Donc ce qui est terrible, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine. Vous avez un film qui est exemplaire pour ça, c'est un film ancien, ce qui fait que j'en ai énormément parlé au cours des conférences, mais je continue à en dire un mot, c'est Seven. Allez voir Seven parce que c'est un film absolument formidable. D'abord, il y a un suspense extraordinaire, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a 7 crimes. Et le premier crime, on le voit pratiquement accompli, mais il n'est pas terrible. Et plus on avance, moins on voit le crime être accompli, et plus on a tendance à l'imaginer. Et il y a un crime qui est décrit de façon abominable, un crime sexuel décrit de façon abominable. Et à un moment, 2 policiers s'échangent une image et disent regarde cette image, là, c'est affreux. Et tout le monde l'a vu. Les gens m'ont dit, il y a une image, à un moment, un policier la montre, elle est affreuse. Et les gens l'avaient vue. Alors moi, j'ai regardé le film avec mon doigt sur la télécommande, et l'image, on ne la voit pas.
On voit un flou qui passe très vite, on ne la voit pas. Mais tout le monde, tous les spectateurs l'avaient imaginée et me la racontaient parce que tellement elle était horrible, il fallait qu'ils la racontent pour s'en soulager. Ils l'avaient vue dans leur tête, ils ne l'avaient pas vue en réalité. Donc si vous revoyez le film avec les enfants en allant doucement, en pouvant en faire des arrêts sur image, vous allez leur permettre de mieux comprendre ce qu'ils avaient cru voir et ce qu'ils avaient vu en réalité. Et ils vont s'apercevoir que ce qui leur a fait peur, souvent, c'est l'image qu'ils ont dans la tête, bien plus que l'image qu'il y a sur l'écran. Et ça sera une très belle leçon pour eux. Parce que très souvent, en effet, ce qui fait peur dans les images, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'on croit voir et qu'il n'y a pas. C'est ce qu'on y met de soi. Les images les plus terrifiantes, ce n'est pas celles que je peux voir sur un écran. Les images les plus terrifiantes que je peux voir sur un écran, c'est celles qu'un réalisateur a réussi à fabriquer à partir des images qu'il a dans la tête. Mais les images les plus terrifiantes pour moi, c'est celles que j'ai dans ma tête. Vous savez, c'est le roman 1984, où chacun peut être soumis à une torture horrible, qui est la chose qu'il redoute le plus au monde, mais qu'il est le seul à redouter. Mais cette chose-là, on a tendance à la projeter dans les images aussitôt qu'on en a l'occasion. Et c'est ça qui nous fait peur. Voilà, donc, vous avez vu les étapes successives. Et pour les enseignants, c'est pareil. Moi, je suis très choqué que l'enseignante n'ait pas tapé Momo sur son smartphone et qu'après, elle n'ait pas invité les enfants, plutôt que de faire des grimaces, à dessiner des grimaces. Ou alors, s'il y en a qui veulent les faire, on fait un concours. Celui qui les limite le mieux. On tourne en dérision, on s'amuse avec, on fait de l'humour. Voilà. Mais les enfants sont autant capables de détoxiquer les images que les enfants sont autant capables de détoxiquer les images que les adultes, mais ils ont beaucoup plus besoin d'y être aidés, parce que chez eux, l'émotion qui accompagne l'image ne peut pas être maîtrisée. Nous, ce qui donne notre supériorité d'adulte, c'est pas qu'on a un sens de la réalité plus élevé, on n'a aucun sens de la réalité. Sinon, il n'y a pas des gens qui croiraient les conneries qu'on trouve sur Internet parfois. Non, on n'a pas vraiment un sens de la réalité, personne. On bricole la vie, et puis on est prêt à croire la moindre bêtise qu'on nous dit, si la personne qui nous l'a dit est investie d'autorité. Mais le problème de l'enfant, c'est qu'il ne peut pas contrôler ses émotions. C'est-à-dire que s'il voit un cow-boy tirer au revolver sur l'écran, à la télévision, chez lui, il sait bien, comme l'adulte, que les balles ne vont pas le toucher. Mais en revanche, il a peur et il ne maîtrise pas sa peur. Et donc, du coup, il va se cacher derrière un fauteuil. Et si vous dites à l'enfant, pourquoi tu te caches dans un fauteuil, les balles, elles ne vont pas sortir de l'écran. Tu me prends pour un imbécile. Je le sais bien, mais j'ai peur quand même. Le grand problème de l'enfant, ce n'est pas la compréhension, c'est l'émotion. La compréhension, il l'a comme nous. C'est-à-dire, si quelqu'un de confiance lui dit c'est vrai, il croit que c'est vrai. Si quelqu'un de confiance lui dit c'est faux, il pense que c'est faux. Exactement comme moi, comme vous, comme mon grand-père, et comme le président de la République. Si toute son équipe lui dit ça c'est vrai, il pensera que c'est vrai. Si toute son équipe lui dit ça c'est faux, il pensera que c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qu'on ne peut pas ni contrôler ni vérifier soi-même. Mais en revanche, chez l'enfant, c'est la maîtrise émotionnelle qui est le problème essentiel. Et donc, du coup, ça oblige à faire en sorte qu'il puisse trouver des moyens de gérer ses émotions. Et c'est quoi ces moyens? C'est de donner forme aux créatures terrifiantes qu'il habite, soit par le dessin, soit par le récit, soit par le mime. C'est pour ça que imiter le visage de Momo, c'est pas bête du tout. C'est un bon moyen. Il fallait inviter les enfants à le faire encore plus. Il ne fallait pas les arrêter. Faire un concours de grimaces à un moment. Ça les aura beaucoup ri. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la question justement du temps d'écran et de la différence entre les différents frères et sœurs. Moi, j'ai un garçon de 8 ans et un garçon de 16 ans. Et c'est très difficile de justifier pourquoi est-ce que chacun ne passe pas le même temps sur l'écran. Comment est-ce qu'on arrive à dire que avec l'âge, on a le droit de passer plus de temps, ou moins de temps si on est plus petit. Pourquoi parce qu'évidemment, l'enfant demande pourquoi, et dit, mais il n'y a pas de raison. Quand j'étais enfant, il y avait un mot qu'il faudrait remettre à la mode, c'était demi-portion. Ton frère a une portion, tu as une demi-portion. Ça ne se joue pas sur des tailles considérables. Hein. Ton frère a droit à 2 heures, tu as droit à 1 heure. Alors il va vous dire, mais chez mes copains, ils ont droit à 2 heures, dites-lui, écoute, écoute, t'as qu'à demander aux parents de tes copains de faire une demande d'adoption.
S'ils sont d'accord, comme ça, tu auras droit au même régime d'écran que tes copains, chez les parents qui l'acceptent. Vous dites, nous, on est une famille, on fonctionne comme ça. Dans chaque famille, c'est la socialisation. À quoi ça sert la famille? Il faut quand même se poser la question un jour. À quoi ça sert la famille? La famille, ça sert à socialiser l'enfant selon une règle établie et acceptée. Alors il faut évidemment qu'elle soit acceptable. C'est comme un gouvernement. Si le gouvernement édicte une loi inacceptable, les gens ne sont pas contents. Donc les règles que les parents doivent édicter doivent être acceptables. Elles doivent être argumentées. Il faut expliquer pourquoi. Elles doivent être récurrentes. Il ne faut pas qu'il y ait une règle le lundi, une autre le mardi, une troisième le mercredi. Il ne faut pas que vous décidiez le 1er septembre qu'à partir de 2 septembre, tout va changer. Quand une loi change, vous savez que les gens ont le temps de s'y habituer. Donc vous décidez par exemple le 15 août, après une grande réunion de famille, qu'à partir du 5 septembre, qu'après la rentrée scolaire, on va changer nos habitudes d'écran. Vous anticipez de 3 semaines. Donc la famille, elle sert à socialiser l'enfant dans des règles communes, raisonnables, discutées et acceptées. Voilà. Donc si votre enfant a pris la mauvaise habitude d'avoir trop d'écran quotidien, ben, il faut revoir ça en lui expliquant pourquoi. Voilà. Mais vous avez droit à changer d'avis. Voilà. Par exemple, regardez tous les adolescents qui dorment avec leur smartphone. Donc c'est très difficile, mais vous pouvez dire, oh là là, j'ai lu les études, c'est très inquiétant, voilà, le smartphone sous l'oreiller, ça a beaucoup d'inconvénients, ça perturbe les rythmes de sommeil, votre enfant va faire entendre un borborigme, mais ça fait rien, vous dites, non, non, écoute, je suis trop inquiet pour toi, ça me fait trop de peine, je ne voudrais pas que ça t'empêche vraiment de te concentrer tous les jours parce que tu ne dormiras pas assez. Donc on va fixer comme règle familiale, si vous avez un mari dans la maison, voilà, on va fixer une règle familiale, c'est que tout le monde le soir va déposer son smartphone sur la table et personne ne le reprendra après. Et si c'est une règle familiale qui a été discutée, anticipée et argumentée, en fait découper des articles de journaux s'il faut, eh bien elle est acceptable. Oui. Mais si vous décidez que lui doit mettre son smartphone sur la table du petit déjeuner, mais pas vous, c'est pas acceptable. Et vous dites, dans un grand geste de générosité, je vais acheter autant de réveils qu'il y a de gens dans la maison, comme ça plus personne n'aura besoin d'emporter son smartphone pour se réveiller le matin. Et vous faites choisir les couleurs des réveils, comme ça il y a une part ludique. Voilà. Non mais voilà, si vous voulez, on est obligé d'inventer un peu, quoi, pour arriver quand même à se sortir de situations qu'on peut regretter, mais qu'il ne faut pas se contenter de regretter à bas bruit, mais qu'il faut regretter aussi pour soi. Hein, voilà, moi je me suis toujours réveillé avec son smartphone, je ne me suis pas rendu compte des inconvénients que ça avait. Voilà. Vous savez, alors on peut en parler tout de suite, c'est le problème des écrans le soir et la nuit. Ils sont doubles. Alors, les ondes électromagnétiques, elles sont, d'après les derniers rapports de l'ANSES en 2016, c'est vrai que ça influe le cerveau, mais ça ne semble pas entraîner de pathologie particulière. En revanche, il y a 2 problèmes qui sont très importants, c'est les lumières bleues des LED. Plus on regarde un écran, tous les écrans des lumières bleues des LED bleues qui abîment la rétine, mais plus l'écran est proche des yeux, plus il l'abîme. Le smartphone l'abîme plus que l'ordinateur ou la télévision. Voilà, et donc les lumières bleues des LED, et puis la mélatonine, c'est les rythmes de sommeil. Mais si adulte, vous dormez avec votre smartphone, et que la nuit, tout d'un coup, vous réveillez, vous demandez quelle heure il est. Vous appuyez sur le smartphone, vous avez des LED, tchouc, votre mélatonine, boum, elle tombe à 0. En une fraction de seconde, elle tombe à 0. Après, vous allez mettre des plombs pour vous endormir. Donc c'est bon pour personne. Voilà. Au mieux un petit réveil, on appuie un bouton, c'est à peine visible, mais vous voyez quand même dans une demi-obscurité, et là vous vous rendormez facilement. Voilà, donc la lumière bleue des LED et la mélatonine. Donc ça, c'est bon pour tout le monde. Hein. Enfin, c'est bon, c'est mauvais pour tout le monde. Donc ça justifie que tout le monde se fixe la même règle commune. Voilà. Il ne faut jamais raisonner en termes de règles d'exception pour telle ou telle tranche d'âge. Si vous décidez que votre enfant, qui est 2 fois plus petit qui a 8 ans, alors que son frère a 16 ans, il a droit à 1 heure d'écran, son frère a droit à 2, vous voyez bien que dans les 2 cas, vous fixez un temps d'écran qui est proportionnel à peu près à leur âge. Donc il n'y a pas de raison pour que le plus petit se sente lésé. Quand tu seras plus grand, tu en auras plus. Merci.
Alors, voilà, c'est mieux. Même deux, alors c'est le point des deux questions. Moi, la première, c'était au sujet de l'hyper-attention que vous associez aux jeux vidéo. Donc voilà, je voudrais en savoir un peu plus. C'est vrai que j'ai même une copine qui me dit « Ah non, mais en fait, les jeux vidéo, c'est bien, ça développe l'attention. » Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ça peut être même recommandé? Oui, c'est recommandé. Pour pour les personnes âgées, c'est très recommandé. À tout âge, vous pouvez gagner à jouer un quart d'heure, 20 minutes par jour à des jeux vidéo qui nécessitent une attention très importante et une grande concentration. Le problème, c'est qu'il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui n'y jouent jamais, puis il y a ceux qui jouent beaucoup trop. C'est ça le problème. Alors du coup, ceux qui n'y jouent jamais, ben alors ils ouvrent des yeux comme ça quand on leur dit que ça peut être intéressant. Et ceux qui jouent beaucoup trop, quand on leur dit que c'est intéressant, ils font un grand sourire, mais en fait, ils y jouent trop. Donc la grande difficulté des jeux vidéo, c'est comme si on disait, ben, il faut faire 20 minutes de sport par jour. Alors vous auriez ceux qui en font 2 heures, qui se scannent les rotules et les chevilles, et puis vous avez ceux qui n'en font jamais. Donc c'est un peu la même chose. Donc oui, si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo tous les jours, ça booste certaines compétences dans le domaine visuel, dans la rapidité mentale, voilà. Mais si vous y jouez 1 heure et demie, 2 heures par jour, vous perdez tout le bénéfice et surtout vous perdez votre temps. Donc c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Mais des études ont montré que les ados qui jouent 3/4 d'heure, 1 heure aux jeux vidéo par jour sont plutôt plus heureux, plus épanouis, plus sociaux que ceux qui n'y jouent pas du tout, mais aussi que ceux qui y jouent plus. C'est-à-dire que vous voyez, il y a toujours un bon usage. C'est comme la nourriture. C'est-à-dire que les jeux vidéo, si vous voulez, l'être humain, il faut bien comprendre que lire des livres, ça stimule certaines capacités. C'est pas la peine d'aller chercher loin. Lire des livres, ça stimule la capacité de se raconter. Les gens qui lisent beaucoup de romans ont une capacité de raconter leur vie comme un roman, parce qu'ils lisent beaucoup de romans. Ils intériorisent des bouts de phrases, des scénarios. Voilà. C'est toujours plus intéressant pour un psychothérapeute d'avoir un patient qui lit des romans plutôt qu'un patient qui n'en lit pas. Il fait un récit de sa vie beaucoup plus agréable. Bon, alors en revanche, quelqu'un qui n'irait pas travailler pour passer sa journée à lire des romans, on dirait non, ça va pas. Donc le jeu vidéo, c'est pareil. Le jeu vidéo n'a pas été inventé par l'être humain pour prendre la place d'autre chose. Il a été inventé pour utiliser certaines capacités qui jusque-là n'étaient pas utilisées, n'étaient pas prises en relais par des activités. Donc ça veut dire que les activités mobilisées par le jeu vidéo, elles ne sont pas mobilisées par le roman. Mais en même temps, elles ne peuvent pas prendre la place des autres activités. Donc ça veut dire qu'il faut développer les compétences narratives, et ça veut dire que jouer aux jeux vidéo, ça peut stimuler des compétences, mais que ça vous stimulera encore bien plus de compétences si après y avoir joué, vous racontez ce que vous avez fait. C'est pour ça que vous dites à un enfant, d'accord, tu as droit à 1/2 ou 3/4 d'heure de jeux vidéo par jour, il peut jouer à Overwatch, à Fortnite, mais après, vous lui dites, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait, comment tu y es arrivé, est-ce que tu as gagné, est-ce que tu joues seul, est-ce que tu joues avec des copains, dans quel décor tu as joué, quelle arme tu utilises, est-ce que tu es content de ta partie, voilà. Voilà, du coup, c'est presque la transition sur ma deuxième question. Parce que vous disiez donc une façon de bien faire vivre les écrans, c'est de pouvoir en partager, donc en parler. Et donc, moi, son père et moi, on est vraiment allergiques à ça. Et du coup, on n'en est pas là, mais on se dit, mais jamais, jamais, il y aura de console à la maison. Voilà, donc il y aura de console à la maison. Voilà, du coup, j'en arrive à, est-ce que des fois l'interdiction, ou l'absence totale. Comme je l'évoquais tout à l'heure, un enfant qui n'a pas de jeux vidéo à la maison, souvent il y joue chez les copains. Le grand problème, c'est que s'il y joue chez les copains et que vous n'avez pas de jeux vidéo à la maison, il ne vous racontera jamais ce qu'il fait chez les copains. C'est facile à comprendre parce qu'il pensera que si vous n'avez pas de jeux vidéo à la maison, c'est que vous les condamnez, et vous le condamnerez forcément s'il vous raconte qu'il y a joué chez les copains. Donc à la limite, il faudra avoir un ordinateur et quelques jeux vidéo pour que le jour où votre enfant joue chez un camarade, il puisse échapper à des jeux peut-être pas pour lui, il puisse vous dire qu'il y a joué. De la même manière que c'est bien d'avoir une télévision dans un placard et de la regarder de temps en temps au moment de leur transmission des grands matchs de foot, des compétitions de la chanson, voilà, de temps en temps, on sait qu'on l'a, et ça permet à votre enfant, si chez ses grands-parents il regarde tout le temps la télé, de pouvoir vous dire qu'il la regarde. Alors que s'il n'y en a pas chez vous et qu'il la regarde tout le temps chez ses grands-parents, il ne vous dira jamais qu'il la regarde, parce qu'il pensera que vous le condamneriez.
Donc voilà, les jeux vidéo, ben, il vaut mieux avoir une console, voilà, et puis depuis un ou deux jeux vidéo, 3 jeux vidéo. De toute façon, l'idée c'est que c'est l'idée de la comparaison avec la diététique. C'est une idée, alors elle n'est pas là, mais c'est sur l'autre morceau de slide que vous avez, sur l'autre morceau de papier que vous avez. C'est l'idée de l'alternance. Alors non, ça je ne voulais pas sur le papier. Mais les balises 3, 6, 9, 12, elles sont basées sur 3 principes. C'est accompagnement, on en a parlé, hein, inviter l'enfant à parler de ce qu'il voit faire avec les écrans, mais accompagnement aussi dans l'utilisation des jouets traditionnels. Quand je vous disais, on joue pendant 10 minutes ensemble, et puis après tu continues tout seul. Voilà. Donc, accompagnement, alternance, hein, c'est-à-dire, il y a un temps pour le sport, il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour jouer aux jeux vidéo, et puis il y a un temps pour jouer à des jeux vidéo d'action, puis il y a un temps pour jouer à des jeux vidéo de récit. Voilà. Donc alternance, et puis apprentissage de l'autorégulation, ben, ça veut dire encourager l'enfant à associer les écrans à une durée. Hein, c'est l'idée de ritualiser les écrans dans la journée. Voilà. Donc on en était à 6 ans, ben, après 6-9, voilà, ben, il faut parler, il faut prendre les devants hein, pour évoquer tout ce que l'enfant peut trouver sur Internet de problématiques, rester disponible aux questions qu'il peut poser. Mais sachez quand même qu'il y a 4 grandes jungles hein, sur Internet. Il faut les avoir à l'esprit toujours, hein, 4. Il y a la jungle des réseaux sociaux. La jungle des réseaux sociaux, vous savez, au début, c'était une belle idée, les réseaux sociaux. C'était que les gens puissent communiquer, même quand ils n'avaient pas la possibilité de se retrouver en présence physique. Il neige, il vente, je ne peux pas retrouver mes copains à la maison de jeunes, mais avec les réseaux sociaux, je vais les retrouver. L'idée des réseaux sociaux, c'est une très belle idée au début. Puis souvent, comme les belles idées, elle était complètement pervertie par des enjeux financiers. Et donc, les fabricants de réseaux sociaux se sont aperçus que c'était un moyen pour capturer beaucoup de données personnelles des gens. Et puis, plus l'informatique, plus les algorithmes se compliquaient, plus ils se sont aperçus qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent avec les données personnelles des gens. Et donc là, du coup, ils ont inventé des machines qui invitent toujours les gens à interagir plus. Hein. Ton copain t'a dit qu'il a vu Star Wars, réponds-lui. Vous en avez marre, vous dites j'aime. Voilà. Alors après, ça passe à l'autre. Ton copain a dit j'aime, qu'est-ce que tu lui réponds? Et ces 5 petites réponses, j'aime pas, voilà, fait que les fabricants de ces réseaux engrangent énormément de nos données personnelles. Et c'est comme ça qu'avec ces données personnelles, ils peuvent influencer nos choix de loisirs, nos choix de livres, nos choix de télé, de jeux vidéo, mais ils peuvent aussi influencer nos choix politiques. Hein. C'est le scandale Cambridge Analytica, quand même, auquel il faudra toujours revenir. Hein. Cambridge Analytica, c'est aussi important que en septembre 2001. En septembre 2001, c'était Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, alors, ça n'a rien à voir avec l'université Cambridge. Hein, voilà. Cambridge Analytica, c'est une boîte d'informatique qui s'est procuré de façon tout à fait légale sur Facebook des milliers d'informations concernant 82 millions d'Américains à peu près, de petites centaines de millions d'Américains. Et les algorithmes de Cambridge Analytica ont classé ces petites centaines de millions d'Américains en 32 catégories. 32 catégories, par exemple, ceux qui étaient très sûrs d'eux, ceux qui étaient conquérants, ceux qui étaient timides, ceux qui étaient féministes acharnés, voilà. Et ils ont décidé que parmi ces 32 catégories, il y avait 2 catégories qui étaient très influençables, qu'ils ont appelées les névrosés et les angoissés. Et ils ont décidé de centrer une grande puissance de tweets et de mails et de messages Facebook sur ces 2 catégories. D'abord en envoyant des messages qui les rendaient sympathiques, et puis après, petit à petit, en envoyant de plus en plus de messages qui présentaient Trump comme sympathique. En fait, c'est des algorithmes, c'est des algorithmes qui fonctionnent de la façon suivante. C'est des algorithmes qui repèrent des gens qui vous ressemblent, qui peuvent faire partie de votre réseau. Ensuite, si, par exemple, puisque là, les algorithmes, il fallait qu'ils influencent le vote en faveur de Trump. Donc, si une personne qui était visée par les algorithmes disait « Trump, là, il s'est vraiment trompé », l'algorithme allait chercher des gens qui pouvaient être proches et qui pouvaient avoir une opinion différente, et il les suscitait pour qu'ils envoient des messages du genre « Ah non, Trump, il ne s'est pas trompé », de manière à ce que le groupe fasse honte
à la personne. Et si la personne qui avait dit Trump se trompait disait oui, c'est bon, peut-être peut-être vous n'avez pas tort parce que quand même il a pris une bonne décision, c'est celle-là. Et à ce moment-là, l'algorithme allait chercher tous les gens qui pensaient que c'était une bonne décision et massivement la communauté disait oui, on est avec toi, t'as raison, ouais, on va gagner, on va gagner. Et comme ça, ils sont arrivés à influencer suffisamment d'Américains pour que 7000 voix fassent élire Trump au niveau d'un État ou de 2 États, alors que Hillary Clinton avait plusieurs millions de voix d'avance dans le pays sur lui. Ça, c'est le scandale Cambridge Analytica. Et donc, du coup, avec Cambridge Analytica, il y a eu la même chose pour Macron. Hein, c'est les hackers russes qui font la même chose pour Macron. Et j'ai découvert aujourd'hui dans le monde qu'il y avait eu la même chose ces derniers temps autour d'attaques, enfin, pas ces derniers temps, mais Facebook a révélé seulement ces derniers jours qu'il y avait eu des attaques du même type il y a quelques mois. À partir de faux sites internet qui étaient des sites présentant les femmes noires solitaires élevant seules leur enfant comme très héroïques, de façon à les attirer sur le site, et puis ensuite leur envoyer des messages, du mode de ce que je vous ai dit, c'est quand elles disent que l'algorithme atteint toute leur communauté est rassemblée pour les féliciter, quand elles disent que leur algorithme n'attend pas, toute leur communauté est rassemblée par l'algorithme pour leur faire honte. Voilà, de manière assez... voilà. Ce qui a fait dire à certaines personnes que notre cerveau peut être hacké. C'est-à-dire nous nous sentons libres, mais nous ne le sommes plus. Voilà. Donc ça, c'est la première jungle. On va pas passer beaucoup de temps, rassurez-vous, mais par rapport à la question, ça valait la peine d'expliquer, c'est la première jungle des réseaux sociaux. La deuxième jungle, c'est la jungle des modèles économiques. Modèle économique, c'est-à-dire qui prélèvent nos données. Donc, alors en France, on a un truc formidable, c'est le RGPD en Europe, le Règlement Général de Protection des Données. Alors quand même, quand vous allez sur un site, vous avez dû remarquer que le site devient un peu gris et il y a marqué nous utilisons des cookies pour votre confort. Cliquez ici que vous les acceptez. Et puis, alors ne cliquez pas tout de suite, et explorez un peu, et vous verrez écrit en tout petit en général, mais petit, vous verrez écrit autre possibilité. Alors vous cliquez sur autre possibilité, et là vous voyez tous les cookies qui apparaissent avec activer ou désactiver. Et bien ça, c'est la conquête du RGPD. Avant le RGPD, soit vous acceptiez les cookies et vous alliez sur le site, soit vous refusiez les cookies, vous n'alliez pas sur le site. Avec le RGPD, vous pouvez tous les désactiver et vous allez sur le site. Ça, c'est très très important. Cherchez toujours autre possibilité. Donc ça, c'est la jungle des modèles économiques. Le troisième truc, c'est le jungle de la pornographie, évidemment. Hein, c'est assez banal, hein, voilà, la pornographie partout. Ça, tous les parents sont très inquiets à juste titre. Et la quatrième jungle, c'est évidemment la jungle de l'information continue et des fake news. Alors, pas seulement des fake news, mais aussi de l'information en continu, hein, qui est un piège, puisque l'information en continu, elle est très chargée émotionnellement, elle est très peu contextualisée, elle est très déprimante, elle est très désespérante, et elle déprimerait n'importe qui. Donc, n'allez jamais chercher de l'information en continu sur Internet. Utilisez toujours la presse papier ou la presse papier en ligne, voilà, les journalistes en ligne, la presse télé, voilà, les infos télé. Parce que ce sont des journalistes de profession qui travaillent pour comprendre les informations. C'est-à-dire l'information arrive par exemple à 6 h du soir, aucun journaliste n'a le temps de la traiter entre 18 h et 18 h 30. Des fois il l'évoque à 20 h, mais un peu maladroitement. Par contre, c'est le lendemain matin que vous aurez une bonne information sur l'événement de la veille, parce qu'elle aura été moulinée toute la nuit par des journalistes de profession. Ça, c'est les 4 jungles d'Internet. Donc, il faut aller dans les écoles, si vous avez la possibilité, expliquer ça aux élèves, et puis expliquer-le aux familles. Voilà. Et puis, bon, après, quand l'enfant grandit, il peut arriver qu'il vous informe de choses que vous ignorez, hein, parce que quelqu'un est venu à l'école lui expliquer comment fonctionne Cambridge Analytica, et le soir, au repas du soir, il vous l'explique à vous, parce que vous ne saviez pas. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'aussi aujourd'hui, hein, parce que beaucoup de gens sont préoccupés des écrans, eh bien vos enfants peuvent vous apprendre des choses que vous ignorez. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Bonsoir. Moi j'ai une question concernant les... Oui, oui, j'ai de la chance, ça y marche le mien. Il se remet à marcher, je crois. Oui, alors du coup, vous disiez tout à l'heure que
les smartphones étaient des objets qui ne se prêtaient pas. Enfin, c'est Oui. ce que vous disiez. Alors moi, du coup, j'ai une conduite à risque de ce point-là, parce que je les prête. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'un smartphone, y compris pour les adultes, c'est quand même un objet qui est multifonction. Parce qu'on téléphone avec, on a des messages professionnels, des SMS professionnels, personnels. Enfin, c'est une espèce de plateforme vivante, en fait. Et moi, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais que c'est très... qu'il y a des fonctions qui se détachent. Et mon fils, par exemple, il joue à Fortnite, je lui ai mis sur mon téléphone, et il joue dans des temps très limités, avec conscience de le faire. Il prend jamais mon téléphone, il sait très bien que c'est mon espace réservé, il me le demande, je lui prête ou pas. Enfin, c'est quand même très établi c'est pas comment dire ça, c'est pas spontané comme prêt. Et du coup, je me demande si justement cette diversification des fonctions. Allô. Enfin, en gros, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le micro, on. Ça marche. Bon, enfin, en gros, je me pose cette question-là est-ce que justement, est-ce qu'un enfant, il arrive à comprendre? Je pense que mon fils, il sait très bien que c'est mon téléphone et il va pas faire autre chose que ce jeu sur ce téléphone. Enfin, en tout cas, à son âge, peut-être que ça peut changer. Il a 8 ans, 8 ans et demi, bientôt 9. Bon, voilà, c'est une remarque, une question. Enfin, je sais pas, chacun bricole, hein. Chacun bricole. Ça, c'est vrai. Il y a toujours des manières, il y a toujours des manières plus personnelles de gérer les situations compliquées, des manières plus générales. Voilà, moi je dis, il vaut mieux éviter de le prêter, mais si vous avez bien balisé, c'est Fortnite, c'est tous les jours à telle heure, c'est telle durée, et c'est pas autre chose, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut, c'est avoir à l'esprit que un enfant grandissant, si vous lui laissez, enfin c'est pas vous personnellement, mais si le parent lui laisse son téléphone, dans un lieu où le parent n'est pas, l'enfant peut être tenté d'aller voir beaucoup de choses qui concernent la vie privée du parent. Et alors, il y a un autre truc pour ajouter à ça, parce que je le prête, ça m'arrive aussi de le prêter à ma fille qui est plus jeune, pour regarder des intros, des trucs comme ça. Ça bascule encore. Et il y a un autre danger d'Internet, c'est aussi les enchaînements de films. Oui, c'est un truc que je trouve vraiment terrible. Voilà, alors YouTube est une catastrophe pour ça parce que vous mettez votre enfant sur un programme pour enfants, mais vous avez des petites fenêtres à droite, vous savez, et il suffit qu'il clique sur une fenêtre et personne ne sait où il va aller. Hein. YouTube n'est absolument pas un espace sécurisé. En revanche, Netflix enfants est beaucoup mieux sécurisé. Les espaces enfants Netflix sont fermés, c'est-à-dire on ne peut pas sortir de l'espace enfant. Mais sur YouTube, tout est en accès libre, tout est ouvert. Et même si vous êtes certain que, même si vous lui dites 10 fois qu'il ne faut pas qu'il sorte et que vous lui faites confiance parce qu'il est obéissant, sachez qu'il y a sur YouTube des programmes pour enfants que des pervers ont hacké et ils ont sorti le programme, ils l'ont modifié, ils l'ont remis. Ce qui fait qu'un film pour Dora l'exploratrice peut commencer avec Dora, continuer par une apologie de la drogue ou des images pornographiques et finir avec Dora. Donc vous mettez le programme à votre enfant, vous regardez 30 secondes, vous revenez 10 minutes après, vous voyez la fin, et vous n'avez pas vu tout ce que l'enfant a vu entre les deux. Donc évitez absolument les vidéos sur YouTube. Une dernière question. Il va y en avoir deux, alors monsieur puis madame après. Alors, je répondrai brièvement. Oui. Que vous pouvez nous exposer aux 3 principes d'Internet? J'ai rien entendu à cause du micro. Est-ce que vous pouvez nous exposer les 3 principes d'Internet? Ah, les 3 principes d'Internet, oui. Alors, je parle avec lui. Voilà, du droit, je parle des 3 principes d'Internet. Voilà, 1, 2, 3. Voilà, ben, c'est simple. Hein. Tout ce que l'on y met peut tomber dans le domaine public. Tout ce que l'on y met restera éternellement. Alors maintenant, il y a la possibilité le droit au déréférencement, mais enfin, c'est moins simple que ce qu'il y paraît. Et puis, il ne faut pas croire tout ce que l'on y trouve. Voilà, c'est c'est peut-être une erreur d'appeler ça des principes, mais enfin, voilà, c'est trois caractéristiques, hein, 3 caractéristiques d'Internet. Tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public, tout ce qu'on y met restera éternellement, il ne faut pas croire tout ce qu'on y trouve. Voilà. Madame ? Bonsoir. J'ai l'impression que nous, les adultes, on utilise aussi beaucoup les écrans et notamment les iPhones parce qu'on les a sous la main
comme des façons de combler les moments de vide qu'on a dans notre vie. Dans le métro, on voit, c'est assez patent. Et je me demandais si c'est efficace qu'on recommande pour les adultes et maintenant y compris pour les enfants de ménager des moments de pause dans la journée où ça serait quasiment, vous parliez de la chambre blanche, mais où ça serait quasiment un moment de vide où on leur demande de faire de la méditation ou du yoga ou de se retrouver finalement livrés à eux-mêmes et de trouver un jeu et pas combler. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a observé que c'est bénéfique pour les enfants d'un moment de se retrouver un peu démunis de contenu? Non, c'est pas démuni. Vous mettez un enfant dans sa chambre avec ses jouets, il y a des moments où il fait rien. Pourtant, ses jouets sont autour de lui. Puis il y a des moments où il les utilise. Puis tout d'un coup, vous l'entendez parler, puis vous voyez qu'il est en train d'animer ses jouets. Et donc, quand quelqu'un ne fait rien, il fait pas rien. Il est en train de mouliner tout ce qu'il a fait avant pour savoir qu'est-ce qu'il fera après. Et on sait aujourd'hui, du fonctionnement cérébral, voilà, on sait qu'il y a des moments pendant lesquels, j'ai oublié le nom exact, ce mode de fonctionnement cérébral, mais il y a des moments pendant lesquels on a l'impression que les gens ne font rien, alors qu'en fait, ils reprennent les expériences qu'ils ont vécues précédemment pour les assimiler, ils les font tourner en boucle, par exemple, pour assimiler les apprentissages, et puis ils préparent de nouvelles activités. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas à le ménager, vous n'avez pas à dire à un enfant, bon, maintenant, tu ne vas rien faire. Non, il suffit de le laisser tranquille, puis il y a des moments où il ne fera rien. Quand vous allez au jardin public, vous voyez des gens qui sont assis sur un banc, ben, vous n'allez pas leur taper sur l'épaule en leur disant, vous avez l'air de vous ennuyer. Non, et fichez-moi la paix, je suis en train de réfléchir à ce qui m'est arrivé avant et à ce que je vais faire après. L'enfant, c'est pareil. Hein, voilà. Donc, il ne s'agit pas d'organiser des moments blancs, des moments dans lesquels il n'y aurait rien. S'ennuyer, c'est horrible. Horrible de s'ennuyer. Mais l'idée, c'est d'arriver au fait qu'on ne s'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais puisque je suis tout seul dans mes pensées, c'est merveilleux. Donc l'idée, c'est de laisser l'enfant alterner des moments où il fait quelque chose et des moments où il ne fait rien parce qu'il assimile ce qu'il vient de faire et se prépare à ce qu'il fera après. Le problème, c'est quand la télévision marche, eh bien, elle lui impose à tout moment une hyper-attention. Et cette hyper-attention est exactement le contraire d'une vraie forme d'attention. Dans l'attention, ça vient de moi. Dans la télévision, ça vient de l'écran. Et donc, du coup, l'enfant, non seulement n'apprend pas à se concentrer, mais en plus, il se fatigue. Et quand la télévision s'arrête, il hurle et il grimpe au rideau. Parce qu'il a accumulé tellement de tension qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour l'assimiler. Et comme en général, quand on arrête la télé, il y a une autre activité, on arrête via un table, il n'a pas le temps de digérer. Pas le temps de digérer tout ce qu'il a vu. Voilà, donc l'enfant, naturellement, si on le laisse tranquille, organise des moments d'action et des moments de détente. Et madame, c'est la dernière question. Oui, je voulais avoir vos conseils pour après 12 ans, pour accompagner son enfant sur les réseaux sociaux, parce que je refuse d'être son ami sur Facebook. Donc voilà, comment... Oui, alors, vous savez, les ados, c'est vieux ça. Les ados, ils sont plus sur Facebook. D'ailleurs, je crois qu'on a rajouté cette version. Non, c'est pas la toute dernière version. Enfin, ça doit l'être, mais j'avais marqué quand même son ami sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Oui, alors Facebook, il considère que c'est has-been maintenant. Les ados, ils disent les réseaux sociaux. Facebook, c'est pour ma grand-mère, voilà. Et pourquoi ne pas être leur ami sur les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, ils fonctionnent, ils fonctionnent à flux tendu. C'est-à-dire qu'un ado, à 6h du soir, il ne sait pas ce qu'il va faire. À 6h01, il reçoit un message, viens me retrouver à Place de la Bastille, et il y va. Et puis, vous dites, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais voir un copain à la Bastille. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Et puis à 22h, il n'est pas rentré. Alors après, il rentre, et puis vous dites, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'avais qu'à aller voir sur Facebook, tu l'aurais bien vu. Donc, vous allez être piégé. C'est-à-dire que s'il faut n'aller sur Facebook, il faut être votre ami de votre enfant sur Facebook, que si vous allez sur Facebook aussi souvent que lui. Parce que très vite, il va supposer que puisque vous êtes son ami sur Facebook, vous y allez aussi souvent que lui et ses copains. Donc vous êtes au courant, minute par minute, de ce qu'il fait grâce à Facebook. Mais vous, si vous faites la cuisine, ou le repassage, ou vous lisez un roman, ou le journal, ou une série télé, vous n'allez pas sur Facebook voir ce qu'il est en train de faire. Et du coup, il peut vous dire, tu le savais?
puisque tu es mon ami sur Facebook. Et vous vous retrouvez perdant-perdant. Le perdant du point de vue de la communication et perdant du point de vue d'image de marque, incompétent, là, qui est en gros. Ouais, donc vous dites ça dans le sens de ça remplace pas un vrai échange. Mais c'est pas que ça ne le remplace pas, c'est que ça pour votre enfant, ça l'annule. Il n'a plus besoin de rien vous dire puisque tout est sur Facebook. Donc c'est pas la place des adultes d'être sur Facebook. Il n'y a que du temps à y perdre, c'est tout. Encore une fois, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on découvre tout d'un coup que les réseaux sociaux sont problématiques, c'est qu'ils sont devenus problématiques. Au début, ils ne fonctionnaient pas comme ça. D'ailleurs, beaucoup de sociologues au début ont salué le like comme quelque chose de très positif. Ça permet, comme dans la vie sociale, vous avez des gens qui argumentent, puis il y a des gens qui se contentent de hocher la tête en écoutant les gens qui argumentent. Le like, c'était l'équivalent d'un hochement de tête. Donc les sociologues ont dit c'est formidable. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent argumenter, puis il y a des gens qui peuvent se contenter de hocher la tête et mettre like. Donc c'était une belle chose. Le problème, c'est que la machine s'est emballée. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux on peut en dire beaucoup de mal, à juste titre, à cause de ce qu'ils sont devenus. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé sur leur nature. Ça veut dire qu'ils ont changé. Et ils deviendront encore plus des machines à cash. À partir du moment où les gens quittent Facebook, c'est encore plus des machines à cash pour combler les déficits pour les actionnaires. Voilà. Pardon ? Oui, alors je vois que vous prenez en pitié une personne qui a encore une question. Si. Vous parlez fort si ça ne marche pas. Juste une question simple. Par tranche d'âge, est-ce que vous avez des recommandations de durée à donner? Oui, alors bien sûr, alors je vais vous les donner, puis après je vous dirai pourquoi on ne les donne pas. Mais alors, voilà, alors elles sont complètement arbitraires, hein. C'est-à-dire, qui c'est qui a commencé à donner des tranches d'âge? C'est l'Académie américaine de pédiatrie. Et l'Académie américaine de pédiatrie, en 2016, a dit 2 heures, il ne faut pas dépasser 2 heures d'écran par jour. Pourquoi 2 heures? Ils auraient pu dire 1h30, ils auraient pu dire 2h30, ils auraient pu dire 3 heures. Ils ont dit 2 heures, et totalement arbitraire. Alors, à partir de là, on découpe en rondelles, alors on dit 0,3, éviter le plus possible les écrans, donc ça tout le monde est d'accord, hein, mais pas parce que c'est toxique, parce que l'enfant a besoin d'autre chose pour grandir. Entre 3 et 6, comme on part de 0, on va dire une demi-heure, voilà, entre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on arrive tranquillement à 1 heure, à 6-7 ans, voilà, et après on passe de 1 heure à 2 heures, entre 6-7 ans et 11-12 ans. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est arbitraire. Pourquoi? Parce que tous les spécialistes vous diront que le temps n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de contextualiser les écrans, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on y fait. Vous pouvez regarder un écran 1 heure par jour et perdre totalement votre temps. Vous pouvez passer 2 heures par jour et faire des trucs formidablement socialisants, créatifs, etc. Surtout qu'à partir de 6 ans, enfin, à partir de 6 ans, il y a beaucoup d'activités créatives possibles avec les écrans. Avant, il n'y en a pas vraiment, mais à partir de 6 ans, il y en a vraiment. Donc, il faut contextualiser. Revenez à la métaphore de la nourriture. Vous êtes chez des amis, vous dites comment vous faites pour équilibrer le régime avec votre enfant. Des parents, les amis chez qui vous dites c'est très simple, on a une balance. Le lundi, on mange des haricots, on lui pèse 500 grammes. Le mardi, il mange du beefsteak, on lui pèse 500 grammes. Le mercredi, il a des épinards, on lui pèse 500 grammes. Le jeudi, des frites. Vous diriez, mais vous êtes complètement fou. On ne peut pas mesurer le régime de quelqu'un avec une balance. Et bien, on ne peut pas mesurer le régime d'écran avec une pendule, c'est exactement pareil. L'important, c'est ce qu'on y fait. Il faut absolument développer des activités de création. Choisir des jeux vidéo plus créatifs et des jeux vidéo, ou alors des jeux vidéo plus socialisants, parce que l'enfant, il joue avec des copains. Le baby-foot n'est pas vraiment créatif, mais quand on y joue avec des copains, c'est formidable. Certains jeux sont peu créatifs, certains jeux vidéo sont peu créatifs, mais quand on y joue avec des copains, c'est comme le baby-foot. Puis il y en a au contraire auxquels on joue tout seul, comme on lira un roman, comme la légende de Zelda. Personne n'a jamais parlé d'addiction aux jeux vidéo pour la légende de Zelda. Vous n'aurez jamais une addiction aux légendes de Zelda. C'est fait de telle façon que c'est merveilleux du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de risque d'addiction. Non, par contre, il y a des jeux vidéo qui ont, sans parler d'addiction qui est discutée, mais qui ont un pouvoir de rétention très fort de l'utilisateur. Donc ça dépend, il faut toujours contextualiser. Et comment vous allez faire pour contextualiser? Vous allez demander à l'enfant qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, s'il joue à Fortnite,
Vous allez lui dire, tu joues à Fortnite tout seul ou avec d'autres? Ben, s'il joue avec des copains d'école qu'il retrouve, eh ben, ça peut être c'est une façon de socialiser dans le jeu. Si en revanche il y joue tout seul, toujours dans son coin, seul contre 99 autres et seul contre des inconnus, c'est préoccupant. Oui. Donc ça ne veut même pas dire qu'il y a les jeux créatifs socialisants d'un côté et les jeux non créatifs désocialisants de l'autre. Ça veut dire que même la façon de jouer est à prendre en compte. Et ça, vous ne pouvez le savoir qu'en parlant avec l'enfant. Voilà, alors c'est vrai que ça alourdit la charge parentale, vous allez me dire. Hein. Oh là là. Mais en même temps, j'ai terminé par ça, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui la culture jeune, les jeux vidéo, les séries télé, la musique contemporaine des jeunes, c'est pas la culture jeune, c'est la culture des adultes de demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que lorsque vos enfants auront 25 ans, ils vont arrêter de jouer aux jeux vidéo et ils vont arrêter de regarder des séries télé. Non, la culture qu'ils auront développée dans leur enfance et leur adolescence deviendra la culture adulte. Ça veut dire, comme la vie est longue, habituez-vous, quel que soit votre âge, à vieillir dans un monde où les jeux vidéo auront toujours plus d'importance et ils en auront d'autant plus qu'ils vont être bientôt relayés par la réalité virtuelle qui donnera à tous les jeux vidéo existants beaucoup plus de présence et d'importance que ce qu'ils n'en ont encore jamais eu. Et alors, pour terminer, une petite note culturelle, allez voir au cinéma Ready Player One sur la réalité virtuelle. Quand ça vivement, c'est un très bon film et vous découvrirez le monde de demain tel qu'on espère qu'il ne sera pas et tel qu'il faut faire en sorte qu'il ne devienne pas. Voilà, merci de votre attention.